avec Jocelyne Gadebois, Annabelle Boyer, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. C'est Christiane qui est en charge de la recherche de ce Midi Martini. Annabelle, la semaine dernière, on a commencé à parler un peu de ces gens qui eux-mêmes intimident. Il y a des signes, peut-être en rafale, là, juste nous remettre dans le contexte avant de parler, disons, de leurs victimes aujourd'hui. Mais en fait, comme on disait la semaine passée, un intimidateur, généralement, c'est quelqu'un d'assez expressif. Ouais. Donc, quand on va le voir en gang, ça va être celui qui va parler fort, qui va attirer l'attention, qui va s'assurer qu'on le voit parce qu'il est en train de donner un spectacle. Évidemment, il y a plusieurs types d'intimidateurs. Il y a des intimidateurs qui sont plus expressifs. Il y a des intimidateurs qui sont plus en mode vigilance, mais c'est rare ceux-là qu'on va les voir dans les écoles primaires et secondaires. Ce qui est intéressant dans ce que vous nous aviez dit, c'est que l'intimidateur, souvent, va presque être un petit peu perdu lorsque seul. Oui, c'est définitivement quelqu'un qui a besoin d'être en gang. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a toujours au moins 2 sbires avec lui. Mais c'est rare qu'on va le voir seul. Et quand on le voit seul, il n'a pas du tout le même comportement. Donc, quand on le sort de sa gang et qu'on l'introduit, par exemple, dans une autre gang où il y a déjà un leader positif, là, à ce moment-là, l'intimidateur va suivre le groupe comme un mouton pendant un certain temps. Donc, à ce moment-là, il va être capable de se ranger. Et après quelques jours, voire quelques semaines, le tempérament de base va revenir et il va réessayer d'être le dominateur du groupe. Et là, ça va être la force du leader qui est présent et la force des intervenants qui va permettre là, de l'aider à le ramener là, sur la bonne voie. Intéressant ça, parce que ça peut également se transposer peut-être dans certaines ambiances, disons, de compagnie où on dirait que vous décrivez la mafia également, ou tu sais, des gangs de rue où t'attends ton tour. Bien, c'est définitivement ça. Je me souviens, il y a plusieurs années, je travaillais dans des camps de jour et il y avait 2 frères qui étaient présents, l'un plus jeune que l'autre, évidemment. Et le plus vieux, quand on s'y attendait pas, à un moment où on ne le regardait pas, il s'arrangeait pour tourner autour de son petit frère. Il faisait des grands cercles, mais il réduisait le cercle. Puis dès qu'il se rendait compte, dès qu'il était assuré qu'on le regardait pas, il sautait sur son frère puis il tapait dessus. C'était automatique. Et on s'est rendu compte, par la suite, à force de poser des questions, que le père était violent avec les enfants, donc les enfants répétaient le même comportement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé les 2 frères. On s'est assuré qu'ils n'étaient pas dans le même groupe. Et moi, je me suis occupée du plus jeune. Le plus jeune arrivait toujours à l'école avec un canif dans ses poches. Je lui disais bonjour. Il m'envoyait promener de façon très irrespectueuse, un vocabulaire auquel je ne suis pas tout à fait habituée. Donc, les premières fois, tu prends ton mal en patience, tu ravales et tu t'assures de ne pas répliquer. Mais régulièrement, moi, je devais continuellement essayer d'aller le chercher, lui demander son aide pour qu'il vienne m'aider à faire quelque chose. Je le gardais près de moi continuellement. Je ne pouvais pas l'éloigner de moi, sinon il faisait un mauvais coup puis il tapait sur quelqu'un d'autre. Ça m'a pris 1 mois. Ça, c'était le plus jeune. Ça, c'était le plus jeune. Mais au bout d'1 mois, il arrêtait de dire des mots irrespectueux. Il arrêtait de frapper les autres. Il était capable de me répondre de façon polie et il était aidant. Et à un moment donné, il y a une petite fille qui est tombée d'un module de jeu qui s'est cognée l'arcade sourcilière sur le coin d'un morceau de bois. Fait qu'évidemment, il y a eu énormément de sang et c'est lui qui est allé à son secours le premier. Donc, on a été capable en 1 mois de modifier le comportement du jeune et à la fin de l'été, les parents se sont divorcés et le plus jeune est allé vivre avec sa mère. Le plus vieux a été sous l'aile d'un autre moniteur et lui, ils n'ont jamais été capables de le récupérer. Mais le plus vieux, c'était bien ancré, ça faisait longtemps que c'était comme ça. Le plus jeune n'avait pas eu encore beaucoup de comportements violents à l'école, alors que le plus vieux, lui, en avait déjà. Donc, c'est sûr qu'on le remarquait. Vous avez ces histoires aujourd'hui qui touchent l'émotion. Annabelle, est-ce que, dans le cas du jeune, c'était assez facile de voir qu'il était intimidé par la chorégraphie du frère, mais lorsqu'on n'a pas de signe aussi évident, qu'est-ce qui démontre, sûrement un retrait? Oui. Mais en fait, les premiers signes qu'on va remarquer, c'est des signes de fermeture. Vous demandez à votre enfant comment ça a été aujourd'hui. Bien. OK, oui. T'as-tu joué avec des amis? Oui. Ça s'est-tu bien passé? Oui. Des réponses très, très, très courtes. Ouais. Déjà là, on a quelque chose qui ne va pas, surtout si c'est un enfant qui avait l'habitude d'élaborer. Là, il va faire semblant de jouer avec son iPod, de semblant de lire une revue, semblant de faire n'importe quoi pour surtout pas vous regarder. Donc, on a une fuite du regard, des réponses courtes et une intonation qui est sèche. Déjà là, on a un signe de fermeture. Donc, il faut vérifier qu'est-ce qui s'est passé à l'école pour qu'il y ait des signes de fermeture.
C'est pas long généralement qu'on va avoir, après quelques jours, des « mamans, je veux plus aller à l'école ». Déjà là, on a un autre bon signe. Vous allez vous rendre compte aussi qu'il va s'isoler. Donc, dans la cour d'école, il ne sait plus avec qui aller jouer. Il a perdu ses repères. Fait qu'il ne sait plus qui sont ses amis. Parce que si ça s'est produit devant ses amis puis que ses amis n'ont pas réagi, là, il ne sait plus où se placer. Et il va montrer des signes de détresse. Donc, des moments où vous allez dire, aujourd'hui, vous allez faire telle sortie de classe. Ça ne tente pas parce qu'il sait qu'il va se retrouver avec la même gang. Et il va se mettre à pleurer dans son coin puis il ne veut pas dire pourquoi. Donc, déjà là, on a plein de signes de protection, de fermeture. Dans les autres signes qu'on va avoir, on va se rendre compte, plus le temps va passer, plus ça va être un enfant que quand vous allez le croiser, quand il marche dans les couloirs, il est davantage seul, mais il a les bras qui pendent le long du corps. Il n'y a plus de geste. Il vous décrit une situation, mais pas de geste. Et ça, c'est toujours un peu particulier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire à ce moment-là qu'il y a un hyper-contrôle, puis qu'il est en train de perdre une certaine vitalité. Parce qu'habituellement, vous décrivez un événement, vous décrivez une situation, une conversation que vous avez eue, c'est pas long que les mains bougent, c'est pas long que la tête bouge, c'est pas long que les épaules bougent. Un enfant intimidé qui décrit quelque chose, à part des petits haussements d'épaules, il n'y a plus grand-chose qui bouge. Les mains sont le long du corps et prennent peu d'espace. Parce qu'il faut se rappeler qu'un enfant qui est victime d'intimidation, c'est son ego qui est touché, sa confiance. Oui. Et il va avoir une difficulté à prendre de l'espace, donc une difficulté à élargir ses mouvements. Donc, quand il va faire des gestes, les gestes, généralement, ne dépassent pas la largeur du corps, vont pas de chaque côté et vont pas loin en avant non plus parce que ça demande de prendre de l'expansion. Et quelqu'un qui n'a pas de confiance en lui a beaucoup de difficultés à prendre de l'expansion. Quand j'analysais des combats de karaté, je regardais les combattants juste avant qu'ils commencent le combat, quand ils sont face à face. Le perdant, ce qui était particulier, c'est justement ça. Il avait les pieds, non pas la largeur des hanches comme il aurait dû, mais plutôt collés. Les mains n'étaient pas loin en avant de lui, les bras droits. Les mains étaient collées, les poings étaient collés sur ses cuisses. Parce que dans son esprit, il avait déjà perdu. Alors que le combattant qui était confiant avait les deux pieds minimalement à la largeur des hanches, les deux bras droits en avant à plusieurs points de distance de ses cuisses et il se tenait très droit, les épaules très droites. Le perdant, lui, avait les épaules un peu renfrognées et souvent, il relevait le menton puis regardait l'arbitre plusieurs fois à la recherche de l'autorité. Dans un gymnase, les enfants qui sont victimes d'intimidation, qui font du jogging, on a l'impression qu'ils courent dans un mini couloir. Donc, au lieu de courir avec les pieds à la largeur des hanches, ils courent les deux jambes tellement collées qu'ils se cognent les chevilles en courant. Ah oui? Ils lèvent pas les genoux, puis ils vont avoir les bras de chaque côté du corps. C'est vraiment bizarre, quelqu'un qui court les bras de chaque côté du corps, vrai, ça marche pas. Ouais. Et la partie du haut du torse, qui est la zone de l'ego en synergologie, va être hyper tendue. C'est raide, raide, raide. Fait que les épaules bougent pas, ça bouge en pain. Ça bouge d'un seul bloc. Fait qu'on a les bras le long du corps, les pieds qui n'ont pas de largeur, les épaules raides, 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 et à tout bout de champ, il va jeter un œil pour vérifier où est le prof. Ce qui est intéressant, c'est que la description que vous en faites, quand je vois des enfants comme ça et qu'on était jeunes, t'as juste envie de les brasser. Voilà. Let's go, tu sais, t'es capable. Vas-y. Alors qu'au contraire, on devrait essayer de comprendre pourquoi il a cette posture-là. Exactement. C'est des enfants qui ont besoin d'être sécurisés parce que par eux-mêmes, ils sont plus capables de le faire. C'est un peu normal. Les fois où ils espéraient avoir eu une bonne journée, ils sortent dehors, se font tabasser. Les fois où ils essaient de se sauver, ils se font tabasser. Ils demandent de l'aide à des gens. Les gens ne sont pas capables de leur donner l'aide et la protection dont ils auraient besoin. Fait que c'est sûr que ces enfants-là ont des repères complètement biaisés. Et leur objectif, c'est de ne pas attirer l'attention. Donc, ils marchent le long des murs. Ils s'assurent d'avoir toujours un mur derrière eux quand ils vont manger à la cafétéria parce qu'ils veulent pas recevoir une claque en arrière de la tête qui donne la tête dans le bol de soupe. Donc, on va avoir des gens qui s'arrangent pour passer inaperçus. C'est pas une vie, ça. C'est tout à triste. fait. Ouais. Mais c'est ce qui fait qu'on les repère assez facilement quand on a un cours de karaté. Entre autres, oui. Puis qu'on a décidé d'être vigilant puis de pas juste se promener à travers les jeunes, mais de regarder les jeunes qui nous entourent. Disons, combien de moniteurs, d'éducateurs, d'enseignants vont prendre des cours de synergologie? Est-ce que c'est répandu? Parce que je trouve ça tellement utile, tout ce que vous nous dites cet été,
Tout le monde devrait avoir ça lorsqu'on on a à intervenir. Bien, ceux qui vont faire le cours, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés, mais qui s'en veulent de ne pas avoir reconnu une victime. Il faut que ça arrive une fois avant. Il faut que ça arrive une fois, ou que ça arrive à leur propre enfant, ou qu'eux-mêmes l'ont vécu, puis ils se demandent comment ça se fait que personne ne l'a vu. Et de plus en plus, on a des professeurs, mais aussi des techniciens en éducation spécialisée qui vont venir faire le cours, des psychologues qui viennent faire le cours, des psychoéducateurs, donc des travailleurs sociaux. Donc, on en a de différents milieux. Mais comme j'ai déjà dit, la synergologie, quand on commence, évidemment, on voit le non-verbal de tout le monde invariablement. Fait qu'il faut accepter aussi le fait qu'on va voir même des choses que ça nous tente moins de voir, par exemple. Et à ce moment-là, on est conscient aussi qu'on va être beaucoup plus sensible à notre propre non-verbal. Donc, ça demande une certaine ouverture d'esprit. Ça, c'est intéressant, par exemple. Ça être demande... sensible à notre propre non-verbal. Oui. Mais pendant que Jean-Sébastien, vous allez établir la communication, on va profiter des quelques secondes qu'on a encore. Le cours dure combien de temps? Et est-ce que l'excuse de dire « je suis déjà temps plein à l'école, donc j'ai pas le temps en plus de me prendre un cours de synergologie », est-ce que c'est vraiment, disons, impliquant? Je vous dirais que vous y allez à votre rythme dans le sens que ce sont c'est 5 séances par année. Et chacune des séances, c'est 2 jours. Donc, c'est 2 jours à tous les 2 mois, plus souvent qu'autrement à la fin de semaine. Vous avez un examen à la fin de chaque année et c'est étalé donc sur à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Entre ça, vous avez accès à un site Internet privé réservé qui vous donne accès à des photos, à des vidéos pour faire des exercices. Évidemment, si en cours de route, on se rend compte que vous avez eu plus de difficultés dans votre examen, il y a des ralentissements, des choses qui ne vont pas bien, à ce moment-là, on va vous attribuer quelqu'un comme moi, donc qui va servir de coach, de mentor, et qui va à ce moment-là vous aider à cheminer. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on va le voir par les notes, mais aussi par le non-verbal. Ah oui, mais généralement, au premier cours, Philippe Turchet sait très bien qui va continuer et qui va arrêter. Ah oui. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui arrivent avec l'idée « je vais faire le cours, ça va me permettre de séduire plus de jeunes filles, puis à ce moment-là, je vais avoir plus de conquêtes. » Puis ils arrivent avec l'idée que c'est eux autres qui vont observer puis qui vont s'en servir pour contrôler. Et c'est pas long que Philippe Turchet casse ça, là. La première personne que tu observes, c'est toi-même. Puis au premier cours, tu te fais filmer, puis on le regarde tout le monde ensemble. Fait qu'on développe l'humilité, là. Hein? On n'est pas là pour être supérieur aux autres. On est là pour établir une communication authentique. Alors, tout le long de la formation, on est filmé et on est analysé en grand groupe. Fait que disons que pour ceux qui pensaient qu'ils allaient dominer le monde, là, on vient de refroidir quelques ardeurs. Mais j'aimerais ça, absolument. Justement, et je ne sais pas, vous regarderez comment, si c'est compliqué à préparer ou tout ça, mais ce que j'entends, c'est c'est un bon moyen d'apprendre à se connaître. Oui, définitivement. Souvent, on va aller en thérapie ou bien on va aller prendre des cours de personnalité ou développement. Mais ça aussi, c'est un outil. Et ça pourrait être intéressant de voir justement comment on peut apprendre à se connaître et qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a découvert ce qu'on a découvert sur soi.